Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'entreprise. Ça peut paraître simple vu de l'extérieur, mais en réalité, c'est un univers super complexe, plein de jeux de pouvoir, d'intérêts différents et de décisions cruciales. Alors comment ça s'organise et qui gouverne vraiment tout ça? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien commencer, regardons cette image. C'est l'Assemblée générale de Carrefour et apparemment l'ambiance était électrique, mouvementée. Ce n'est pas juste une réunion, c'est un vrai moment de tension où se décident des choses énormes, les salaires, les stratégies, bref, l'avenir de milliers de personnes. Et c'est là que les désaccords entre la direction et certains actionnaires éclatent au grand jour. Ça nous amène directement à la question de fond. Qui a vraiment le pouvoir dans une boîte? Est-ce que tout le monde rame dans la même direction, comme une belle équipe unie, ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'arène où des intérêts complètement opposés s'affrontent? C'est la grande question qui va nous guider. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir qui sont les acteurs et ce qu'ils veulent. Ensuite, on regardera les règles du jeu, ce qu'on appelle la gouvernance. Puis, on verra comment tout ce petit monde vit ensemble, entre conflit et coopération. On finira par un schéma pour tout résumer et, super important, une partie spéciale pour préparer le bac. Allez, c'est parti. Ok, on attaque la première partie, les acteurs et leurs objectifs. Pour comprendre comment une entreprise fonctionne, la première étape, c'est de savoir qui est dedans et ce que chacun vient y chercher. Ce schéma, il est parfait pour ça. Une entreprise, ce n'est pas une bulle isolée, c'est tout un écosystème avec plein d'acteurs différents. Les salariés, les dirigeants, les actionnaires bien sûr, mais aussi les clients, les fournisseurs, bref, on appelle tout ce monde les parties prenantes. Le truc, c'est que chacun dépend des autres, et c'est ça qui rend les choses si complexes. On va se concentrer sur les trois acteurs principaux à l'intérieur de l'entreprise. Premièrement, les propriétaires, qu'on appelle les actionnaires dans les grandes entreprises. Leur rôle, c'est de mettre de l'argent sur la table, le capital, pour que l'entreprise puisse tourner et se développer. Par exemple, si tu achètes une action L'Oréal, tu deviens propriétaire d'une toute petite partie de l'entreprise. Et qu'est-ce que tu espères en retour? Que l'entreprise te verse une part de ses bénéfices. Ce sont les fameux dividendes. C'est un peu ta part du gâteau. Ensuite, il y a les dirigeants, les managers. Eux, ce sont les pilotes de l'avion au quotidien. Mais attention, en théorie, ils sont là pour servir les intérêts des propriétaires. Mais en pratique, ils peuvent aussi avoir leurs propres objectifs. Plus de prestige, plus de pouvoir, ou tout simplement un plus gros salaire. Et là, ça peut commencer à coincer. Et enfin, bien sûr, les salariés. Ils apportent leur force de travail, leurs compétences. Leurs attentes? Un salaire correct, évidemment, mais pas que. Ils veulent aussi de bonnes conditions de travail, de la reconnaissance et un emploi stable. On voit tout de suite que les objectifs de ces trois groupes ne sont pas forcément alignés. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, la gouvernance. Vu que les intérêts peuvent être divergents, comment on fait? Quelles sont les règles qu'on met en place pour que tout ce monde puisse bosser ensemble sans que ça explose? C'est tout l'enjeu de la gouvernance, l'ensemble des règles qui organisent le pouvoir dans l'entreprise. Ce schéma est absolument central, il faut bien le comprendre. D'un côté, on a les propriétaires, qu'on appelle le principal. Ils délèguent la gestion de leur entreprise aux dirigeants qu'on appelle l'agent. Le problème, c'est ce qu'on appelle la relation principal-agent. Leurs intérêts peuvent diverger. Un dirigeant, par exemple, pourrait vouloir des bureaux super luxueux pour son prestige, alors que l'actionnaire, lui, préférait que cet argent soit utilisé pour lui verser des dividendes. Le défi de la gouvernance, c'est donc d'essayer d'aligner les intérêts de l'agent sur ceux du principal. Et il n'y a pas une seule recette magique. Regardons deux modèles très différents. En France, le pouvoir est souvent très concentré. C'est efficace pour prendre des décisions rapides, mais parfois l'avis des salariés passe un peu à la trappe. En Allemagne, c'est différent. Ils ont ce qu'on appelle la cogestion. Les représentants des salariés siègent dans les conseils de surveillance. Ils ont leur mot à dire. Ça favorise le dialogue social, la stabilité, mais ça peut aussi rendre les décisions un peu plus lentes. Alors, ces relations entre tous ces acteurs, est-ce que ça finit forcément en clash, en guerre de tranchées, ou est-ce que la paix et l'entente sont possibles? C'est le sujet de notre troisième partie, conflit ou coopération. Écoutez bien ce témoignage. C'est Isabelle, une aide-soignante qui a fait grève. Elle dit « On ne se reconnaissait plus dans notre métier. C'est hyper parlant. Ça illustre parfaitement un choc entre deux logiques. D'un côté, la logique financière de la direction qui veut réduire les coûts. De l'autre, la logique du travail bien fait des soignantes qui veulent juste avoir le temps de bien s'occuper des gens. » Et ce conflit, ce n'est pas juste un sentiment, on peut le mesurer. Ce graphique nous montre le nombre de jours de grève pour 1000 salariés. C'est un excellent thermomètre du climat social. On voit bien des pics, comme en 2010, qui correspondent à des moments de forte tension en France. Le conflit est donc une réalité bien concrète et chiffrée. Mais attention, le point le plus important, c'est que le conflit n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la seule issue possible. Il existe une autre voie, celle de la coopération, où l'on cherche à ce que tout le monde y trouve son compte. L'exemple le plus frappant de coopération, c'est le modèle de la coopérative, ou SCOP. Là, on inverse complètement la logique habituelle.
Les salariés sont aussi les propriétaires majoritaires de leur entreprise. Du coup, les décisions sont prises de façon démocratique, selon le principe « une personne égale une voix ». Un exemple très connu, c'est le groupe Up, celui qui fait les chèques déjeuner. Et ce n'est pas juste un petit modèle de niche, hein. Regardez ce graphique. Des coopératives, il y en a partout, dans l'industrie, la construction, les services. Ça prouve qu'on peut tout à fait organiser une entreprise autour d'un projet commun et d'un pouvoir partagé. La démocratie en entreprise, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité économique qui marche. Allez, on a vu plein de choses, c'est le moment de faire une pause et de tout remettre en ordre dans notre tête avec un bon schéma de synthèse. Ce schéma, c'est votre meilleur ami pour les révisions. Il fait le lien entre tous les concepts clés. On a l'entreprise au centre, entourée par ses parties prenantes. Il pose les questions essentielles. Quelle gouvernance? Quelle organisation? Et au final, quelle relation sociale? Est-ce que ça penche plutôt vers le conflit ou la coopération? Tout y est, c'est l'anti-sèche parfaite. On en arrive à la dernière partie, mais pas la moins importante, au contraire, la méthode pour l'épreuve du bac. Soyez bien attentifs, parce que cette méthode, elle va vous servir tout le temps en SES, pas seulement pour ce chapitre. La méthode à connaître par cœur, c'est la méthode AEI. 3 lettres, 3 étapes. A pour affirmer, vous dites quelle est l'idée principale que vous tirez du document. E pour expliciter, vous expliquez cette idée en mobilisant les concepts et les mécanismes du cours. Et I pour illustrer, vous piochez un chiffre, une donnée précise du document pour prouver ce que vous dites. C'est la structure parfaite pour une réponse qui tient la route. Allez, petit exercice. On reprend notre graphique sur les jours de grève. Si la question était « Analyser la tendance de 2010 à 2016 », comment on ferait avec AEI? On pourrait affirmer qu'on observe une baisse de la conflictualité sociale, on expliciterait ce qu'est le conflit social avec la grève comme indicateur, et on illustrerait avec les chiffres. On passe de 318 jours de grève pour 1000 salariés en 2010 à seulement 69 en 2016. Voyez? C'est simple, carré, efficace. Pour terminer, je vous laisse avec une question pour réfléchir. Avec tous les débats qu'on entend sur le rôle de l'entreprise dans la société, sur sa responsabilité sociale et écologique, la question n'a jamais été aussi actuelle. L'entreprise de demain, elle ressemblera à quoi? Sera-t-elle plus coopérative ou est-ce que la logique d'opposition entre le capital et le travail va continuer à dominer? Et voilà, ce décryptage est terminé. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Si ce cours t'a aidé à mieux comprendre le monde, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien rater et surtout, partage-le avec tes camarades de SES. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.